Donc, Zora, tu es avec nous? Oui, là. Écoute, on va Attends. passer à ta présentation. Ok. Donc, là, on part sur une autre dimension du web marketing, qui est le contenu. Et puis, je te laisse lancer ta présentation. Donc, tu as réussi à nous trouver toute une série de conseils à nous délivrer sur l'aspect contenu. Et en plus, de le présenter avec un acronyme qui fait Covid. Exactement, voilà. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Oui, oui, c'est Ouais, c'est bon. Donc, fini. voilà, Ok. bah, tu peux y Voilà, aller. oui, j'ai pas pu m'empêcher de faire mon petit jeu de mots avec le Covid. Voilà, une période qui est difficile pour tout le monde. Et puis, bon, il faut savoir maintenant tirer son épingle du jeu et travailler sa visibilité sur le net plus que jamais avec cette période. Donc voilà, je vais tenter de vous donner 19 conseils pour un contenu optimisé, visible, intéressant, dynamique. Voilà, parce que vous devez porter un masque, mais pas votre contenu. Donc, il faut qu'il soit visible, qu'on le trouve, un contenu voilà, qui pétille, qui est de la gueule. Bon, voilà. Donc, pourquoi je vous parle de contenu? Parce que je travaille chez Textbroker, je suis la responsable France de Textbroker, qui est une plateforme qui existe depuis 2005, plateforme de rédaction et de traduction. Donc, tout ce qu'on est capable de faire en français, on peut également le faire dans toutes les autres langues. Donc, tout type de contenu. Si vous voulez plus d'informations, vous me contactez. Il y a mon adresse email. Je pense que Philippe fera suivre les éventuelles demandes. Et donc, on a un prochain événement aussi chez Textbroker qu'on organise, qui est la Digital Marketing League, qui aura lieu le 19 mars. Si vous voulez vous inscrire, voilà, c'est avec plaisir. Ça sera un événement international, donc les conférences seront en anglais. Alors voilà en gros le programme en 30 minutes. On va essayer d'être efficace. Les conseils du Covid, voilà, on va aborder l'ensemble de ces points qui sont très importants pour avoir un contenu de qualité et qui va vous permettre d'être visible, je l'espère, sur les moteurs. Donc la première des choses à faire quand on travaille ces contenus et sa stratégie de contenu, c'est d'essayer de se mettre dans la tête de son client. Donc, on doit essayer de comprendre ses attentes et une des façons de faire, c'est de commencer par travailler ses personas ou ses personas. Il peut y avoir plusieurs personas, on n'est pas obligé d'avoir un seul persona. Persona, terme marketing, donc c'est identifier une cible type, un profil type. Par exemple, nous, chez Textbroker, on a deux cibles bien distinctes. La cible des clients qui veulent acheter du texte et la cible des auteurs qui, eux, vont rédiger des contenus. Donc, on va s'adresser à ces deux personas de façon complètement différente. On va adapter le contenu, adapter le style, le ton en fonction des deux cibles. Donc là, il faut se poser tout un tas de questions pour essayer d'identifier son persona. Déjà l'âge, la vie, le sexe, les revenus, où est-ce qu'il passe son temps sur Internet, est-ce qu'il a des réseaux sociaux en particulier, des communautés, y a-t-il des influenceurs, comment prend-il ses décisions, à quoi est-ce qu'il pense, en se brossant les dents, voilà, des questions un petit peu, voilà, essayer de lister un maximum de questions pour définir le plus précisément possible en fait la cible, parce que toute la stratégie de contenu derrière, on va quand même en découler, donc c'est important d'y passer un petit peu de temps. Toutes ces questions vont nous permettre vraiment de nous mettre dans la peau des utilisateurs et de répondre à la question que veulent-ils? Voilà, que veulent-ils? Donc là, il va falloir, oui, encore une fois, essayer de se mettre dans sa tête. Alors, inutile d'aller tout de suite se ruer sur un outil pour avoir la réponse. Je pense que le principal outil à utiliser, c'est votre cerveau. Voilà, on a tous un cerveau, il faut l'utiliser. Donc, essayez déjà avec votre propre cerveau et celui de vos collaborateurs, pourquoi pas associer toutes les équipes, d'essayer de brainstormer pour identifier les intentions, les besoins de vos clients. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quels sont les facteurs qui sont susceptibles de déclencher une prise de décision dans un achat? Voilà, dans la consultation de certaines informations. L'idée, c'est de dégager les requêtes principales des utilisateurs.
Donc, les requêtes, il peut y avoir différents stades. Il peut y avoir, on parle de 3 requêtes principales, les requêtes navigationnelles, informationnelles, transactionnelles. Donc, navigationnelles, qu'est-ce que c'est? C'est que l'utilisateur recherche un produit ou quelque chose de spécifique, il navigue pour chercher son info. Informationnel, il va plus recueillir différentes informations. Et puis, transactionnel, il est prêt à passer à l'achat. Donc, les requêtes vont être différentes. Donc, il faut savoir. Bon, généralement, on passe tous un petit peu par l'ensemble de ces différentes phases. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre les recherches, de bien comprendre ce que l'utilisateur veut et de comprendre l'intention qui se cache derrière. Voilà, donc vous pouvez commencer à utiliser des outils simples comme la Search Console, Analytics, où vous allez déjà avoir des données qui vont être assez importantes et ils vont donner des indices clés. Et donc là, on passe à l'étape de recherche des mots-clés, donc toujours aussi important, hein, même si Google a beaucoup évolué ces derniers temps. On l'a vu un petit peu ce matin avec la présentation de Philippe. Aujourd'hui, les résultats de Google ne vont pas être axés uniquement sur les mots-clés d'une page. Ce que Google va être capable de faire ressortir, ça va être vraiment l'intention qui se cache derrière les mots-clés. D'où l'importance, je vais le répéter plusieurs fois, mais d'où l'importance de vraiment comprendre les utilisateurs et viser leur intention. Donc Google, avec les dernières mises à jour de son algorithme, Colibri et RankBrain, est capable maintenant, avec son intelligence artificielle, de comprendre un contexte. Hein. Donc voilà, ça va être important d'analyser les requêtes et de comprendre toute l'intention qui est derrière ces requêtes pour essayer de produire des contenus qui répondent à ces intentions. Donc, quand vous faites la recherche de mots-clés, vous devriez avoir 2 objectifs en tête, à mon sens. Donc, un, c'est déjà découvrir quels sont les sujets et les termes qui vont offrir pour vous le meilleur potentiel. Donc, des choses stratégiques. L'idée, ce n'est pas de faire du contenu pour faire du contenu, c'est quand même faire du contenu pour vendre ce que vous avez à vendre ou voilà, proposer le service que vous avez à proposer. Donc, des termes qui vont vous offrir un bon potentiel. Et aussi comprendre ce que veulent vraiment les utilisateurs pour répondre à leurs attentes. Voilà les 2 objectifs de la recherche de mots-clés. Et votre contenu, il doit être axé sur ces 2 objectifs-là. Donc, choix des mots-clés et donc en regardant leur intérêt et leur faisabilité, parce que parfois vous pouvez avoir un mot-clé ou des requêtes qui présentent un fort intérêt, qui sont très importantes, très stratégiques pour vous, mais qui par contre vont être trop difficiles. Il va y avoir beaucoup trop de concurrence. Donc peut-être que là, il y a un choix à faire sur les requêtes que vous allez attaquer. Par exemple, si vous vendez des sacs de randonnée et que donc votre mot-clé principal, c'est sac de randonnée, mais il y a beaucoup de recherches et donc beaucoup de concurrence sur ce mot-clé, c'est difficile à atteindre. Peut-être que vous allez vous dire, bon, bah, je vais plutôt viser sac de randonnée de 50 litres de telle marque. Donc, vous êtes beaucoup plus précis en fait sur la requête que vous ciblez. Il y aura probablement beaucoup moins de monde qui va rechercher parce que c'est très précis. On parle d'une requête de longue traîne. Donc, c'est un choix à faire, mais vous serez probablement bien positionné si vous travaillez en profondeur ce sujet. Et vous allez aussi viser peut-être des personnes beaucoup plus qualifiées. Donc voilà, c'est un petit peu de stratégie derrière la recherche de mots-clés, évidemment. Donc vous pouvez, comment faire concrètement? Il y a déjà sur Google, vous tapez sur le champ de recherche, la requête principale, et puis vous allez avoir des suggestions automatiques de la part de Google qui peuvent vous donner des idées. Plus bas de la page, vous avez les recherches associées, donc ça, pareil, ça vous donne des idées. Puis ensuite, vous utilisez des outils assez classiques, Search Console, Analytics, Ubersuggest, Google Keyword Planner, SEMrush, Smart Keyword, Ahrefs, il y en a plein sur le marché, donc vous n'avez que l'embarras du choix. Et puis, oui, Answer de Public aussi, je n'en ai pas parlé. Answer de Public qui est gratuit et qui vous permet d'avoir plein d'idées de questions. Donc, c'est assez facile à utiliser. Bien sûr, regardez ce que fait la concurrence parce que ce qui est important, c'est que votre contenu soit meilleur que tous les autres. Donc, quand vous voulez produire un texte, ce qu'il faut faire, c'est regarder ce que font les autres, déjà qui se positionnent, comment ils font et faire mieux, tout simplement.
Ça paraît simple comme ça. Quel type de contenu? Il y en a plusieurs. Ça peut être si vous êtes un site e-commerce, forcément des descriptions de produits, des descriptions de catégories. On va peut-être être un petit peu plus limité dans les possibilités de broder autour. Enfin, broder, non pas broder, mais de parler autour. Mais quoique, c'est aussi possible de mettre un produit en situation et de raconter pas mal de choses autour d'un produit. Donc, même avec des fiches produits, il y a de quoi écrire. Sinon, voilà, des articles de blog, des contenus d'experts, des guides, voilà. Et tous ces contenus, vous allez les choisir en fonction de ce qui présente le plus d'intérêt par rapport à votre cible, encore une fois, la cible que vous avez identifiée au préalable. Et voilà, donc un exemple de différents contenus. Ça peut être aussi voilà, des webinaires, des vidéos, des podcasts, SlideShare si vous avez des slides à diffuser, des infographies. L'idée, c'est quand même de varier et d'offrir de la diversité, toujours en fonction de votre site. Autre point important, l'architecture. L'architecture de votre site, c'est quoi l'architecture? C'est le chemin quelque part que vous allez indiquer à l'utilisateur pour naviguer sur votre site. C'est l'expérience de navigation. Et aussi le maillage que vous allez faire à l'intérieur du site. Donc ça, c'est très important de se pencher sur votre architecture et le travail préalable que vous allez faire sur les requêtes. Ça va vous permettre de définir justement cette architecture, de savoir quelles sont les pages auxquelles vous voulez donner du poids et donc de bâtir cette architecture en fonction. Et puis les liens, donc là je vous ai mis deux exemples, un exemple en silo, voilà, très connu, et puis un autre exemple en topic cluster, c'est la mode en ce moment. Voilà, donc l'idée c'est quand même toujours de partir sur, encore une fois, l'intention de l'utilisateur, les requêtes que vous allez viser stratégiquement, et de définir le chemin de l'utilisateur en fonction de ça. Et vous pouvez utiliser au départ un genre de mind map, ça peut faire l'affaire pour démarrer, c'est très très bien. Puis pour analyser les liens qui sont déjà existants, si vous ne savez pas, des outils comme Streaming Frog sont très bien faits aussi. Donc plus vous allez pouvoir imaginer la structure et les pages de vos sites, plus vous allez pouvoir aussi anticiper votre rédaction web et donc travailler à partir d'un plan. Donc le plan, très important, voilà, avoir un planning éditorial, ça c'est la colonne vertébrale quelque part dans vos contenus. Donc il faut être en capacité de planifier, idéalement de planifier en intégrant l'ensemble de votre équipe. Faites pas ça tout seul dans votre coin évidemment. Donc l'idée c'est d'associer vraiment toutes les parties prenantes, que ce soit partie sales, marketing, toutes les parties prenantes d'une entreprise, de manière à avoir un calendrier éditorial qui soit riche et avec des sujets qui soient pertinents et qui correspondent bien, qui soient cohérents entre eux et qui travaillent sur une même ligne éditoriale. On va avoir la ligne éditoriale, donc c'est l'autre point important. Charte éditoriale, j'insisterai jamais assez là-dessus, mais c'est vraiment l'image de marque de votre entreprise que vous allez pouvoir faire ressortir au travers de votre charte éditoriale. Donc il faut prendre le temps de bien la préparer au départ avant de vous lancer dans quelque rédaction que ce soit, que vous fassiez vous-même la rédaction ou que vous externalisiez, peu importe, vous devriez toujours avoir au départ un briefing éditorial dans lequel vous annoncez, vous reprenez les choses importantes de votre société, votre proposition de valeur, qu'est-ce que vous apportez, comment vous vous différenciez par rapport aux autres, c'est quoi votre valeur ajoutée. Donc tout ça, ça doit apparaître dans une charte éditoriale. Et puis tout ce qui concerne le ton, le style, adapté justement par rapport à votre cible. Donc tout ça doit être clairement identifié. Je vous ai mis un exemple sur le slide. Je sais pas si je pense que vous allez avoir les slides après, donc vous pouvez cliquer, il y a tout un tas de rubriques qui devraient en principe apparaître dans une charte éditoriale. Mes lecteurs sont addicts de mes contenus. Oui, c'est ce qu'on recherche. Le but, il est là. Donc, pour que vos lecteurs soient addicts de vos contenus, il faut faire de la qualité. Voilà, il n'y a pas d'autres règles. Vos contenus doivent être qualitatifs. On doit avoir de l'information. Ça doit être instructif. Vous devez donner des infos. Vous devez donner des réponses dans vos contenus. Tout ce qui est superficiel, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Vous retombez derrière. Si vous écrivez des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'apportent rien au lecteur, il va partir. Il restera pas, il y aura un taux de rebond qui va être néfaste pour vous. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment apporter des réponses, travailler vraiment pour apporter un contenu instructif aux utilisateurs de manière à ce qu'ils restent sur vos pages
et puis ben voilà, qui deviennent fans. Oui, petite parenthèse sur EAT, donc Expertise, Authority, Trust. Donc ça, c'est ce que Google recherche. Hein. Vos contenus devraient toujours essayer de viser ces trois lettres, EAT. Donc l'expertise, montrer que vous êtes expert dans votre domaine, avec des contenus justement de qualité. Montrer que vous faites autorité dans le secteur. Si les gens trouvent vos contenus intéressants et puis que vous recevez des backlinks grâce à ça, voilà, vous avez un moyen de montrer que vous faites autorité et vous êtes fiable, crédible, avec... on se sent en sécurité sur votre site, vous avez des moyens de paiement sécurité, vous avez des mentions légales, vous avez une fiche Google My Business bien renseignée. Voilà, tout ça, ça va contribuer à asseoir l'autorité. Et donc voilà, Google, ce qui va afficher dans ses résultats, c'est des résultats, ce qu'ils souhaitent, des résultats fiables, pertinents, qui font autorité pour répondre au mieux à l'intention de recherche de l'utilisateur. Eh bien oui, la taille compte. Pour paraphraser un célèbre SEO, Google est un obsédé textuel et pour lui, la taille des textes compte. Donc plus vous avez de mots, plus vous avez de chances d'apparaître dans les résultats. C'est clair et net. D'ailleurs, nous, on le voit sur TextBroker, on a de plus en plus de demandes avec des contenus longs. Donc, on voit clairement la tendance qui est à la hausse. On est souvent sur des contenus de 1000, 2000, des fois plus, 2000 mots. Et donc là, j'ai mis un petit graphique. Alors, j'ai switché la source, pardon, mais vous retrouverez ça vous tapez sur Google, vous le retrouvez. Donc, on voit clairement une corrélation entre la taille des mots, la taille du texte. Donc, plus il y a de mots sur le texte, plus il a de chances d'être positionné en haut des résultats. Voilà, il y a une corrélation qui est claire. Maintenant, si vous écrivez un guide, un texte long, et puis qu'à l'intérieur, c'est creux, ça va vous desservir. Ce n'est pas là l'objectif. Si vraiment il n'y a rien à dire sur le sujet où vous ne pouvez pas, non, ce n'est pas la peine de broder. Ça sera contre-productif. Donc, de la taille des textes importante, oui, la longueur, forcément, c'est bien, à condition que vous ayez effectivement quelque chose à dire. Quel texte à pile? Oui, vos textes doivent avoir du texte à pile. Ça doit capter l'attention. On doit être captivé par vos textes. Comment? La technique de la pyramide inversée, on ne réinvente pas l'eau chaude, mais ça marche bien et puis c'est bon pour les moteurs aussi. Donc, parlez de ce qui est important tout de suite au début de votre texte. Les informations les plus importantes, généralement, on va pouvoir les faire apparaître en répondant aux questions qui, quoi, que, où, comment, etc. Donc ça doit apparaître tout de suite au début de votre texte pour capter l'attention et puis ayez une intro qui ait du punch, qui soit soignée. Et évidemment, mettez des petits call to action un petit peu partout de votre texte. Maintenant, le titre hyper important. Donc pareil, si on parle d'avoir un contenu qui capte l'attention, le titre doit être percutant. Il doit contenir évidemment le mot-clé principal parce qu'il faut faire un petit peu de SEO en même temps. Répondre vraiment à la problématique de la personne. Donc là, tout le travail que vous avez fait sur repérer l'intention de recherche, etc., ça va apparaître dans vos titres, si vous avez bien fait le travail. Et puis, il y a une tournure qui soit sympa, un angle d'approche, où vous annoncez clairement la promesse. En fait, par exemple, que faire en Lorraine au printemps? Ou alors quel temps choisir pour un bivouac sur 3 jours. Voilà, on annonce clairement ce à quoi on va répondre. Des sous-titres également aux petits oignons. Donc pareil, il faut garder en tête que l'utilisateur il est pressé sur le net, en plus maintenant de plus en plus sur les mobiles. Donc il faut aller vite dans le vif du sujet. Le lecteur doit pouvoir lire en diagonale le texte. Voilà, les titres tout de suite qui apparaissent clairement, court, compréhensible, facile à comprendre, avec toujours les requêtes principales à l'intérieur. Et ça sera bon aussi pour la compatibilité mobile. Voilà, les petits titres. Le courant passe, on se comprend, un contenu parfaitement lisible et intelligible. Donc, ça paraît évident, mais on voit trop de contenu où si les phrases sont trop longues, on s'y perd. Il y a des propositions subordonnées, des mots complexes. Ça fatigue l'œil et ça fatigue le cerveau aussi. Donc, vaut mieux privilégier des phrases courtes. Maintenant, ce n'est pas toujours évident de mettre que des phrases courtes parce que ça peut aussi faire pas assez naturel, ça peut être un petit peu saccadé. Donc, idéalement, c'est d'avoir une bonne combinaison des deux, des phrases longues mais pas complexes, avec une alternance avec des phrases courtes. Mais en tout cas, ça doit être simple à comprendre, utiliser un vocabulaire qui soit simple à comprendre.
Et puis, dans le vocabulaire, voilà, il faut varier la sémantique, varier le vocabulaire, utiliser des mots, évidemment toujours par rapport à votre cible. Hein. Parfois, vous allez devoir être très précis et factuel, et puis sur d'autres fois, vous allez pouvoir utiliser des métaphores, des images, etc. Mais dans tous les cas, il faut enlever tout ce qui n'est pas important, les mots vides, les mots qui n'apportent aucune utilité, en fait. Enlever le superflu. Il faut alléger le texte pour que le texte soit voilà, aéré, souple. Donc, tout ce qui n'est pas important à la dernière relecture, hein, ça on le dit toujours aux rédacteurs, bien sûr, ils le font naturellement, ils se relisent systématiquement, et là, ils éclusent. Hop, ils enlèvent tout ce qui n'apporte pas vraiment de l'information importante et instructive et utile, ça saute. Des listes à puces, parce qu'on mémorise mieux visuellement des listes à puces, donc ça permet au texte d'être voilà, plus intelligible, plus lisible. Storytelling, on en parle beaucoup, oui, raconter des histoires, c'est toujours bien, on crée un petit peu d'émotion. Donc storytelling, c'est essayer de mettre un petit peu en situation, que vous ayez un produit à vendre, par exemple, essayer d'écrire voilà, quels sont les avantages qu'il apporte, c'est vraiment de le mettre en situation, de faire en sorte qu'il soit vivant. Si maintenant vous êtes par exemple dans une destination, vous décrivez des destinations de voyage, au hasard la Lorraine, vous n'allez pas juste dire oui, la Lorraine c'est beau, mais vous allez plutôt dire voilà, la Lorraine, elle a des arbres majestueux avec le bruissement des bois, le grésillement du feu de camp, etc. Bon, voilà, vous essayez de varier le vocabulaire et de mettre en situation la personne qu'elle puisse s'imaginer et un petit peu, voilà, activer un petit peu les émotions. De la finesse, évidemment, vous avez certes des requêtes à l'intérieur à mettre, mais il faut que ce soit, faut pas bourriner, quoi. Faut que ça reste naturel, faut que l'écriture soit fluide et naturelle. Voilà, ça paraît évident de le dire, mais vraiment des fois on voit des choses qui sont moches. Si vous ne savez pas comment rédiger, il y a des gens qui sont là pour ça, par exemple Textbroker, mais voilà, il y a aussi des outils intéressants, des outils d'aide à la rédaction de contenu. Alors là, ça serait beaucoup trop long de vous expliquer, les passer tous en revue, mais on a fait, avec mes collègues de Textbroker, on a fait 2 dossiers là-dessus, enfin un dossier en 2 parties qui sont publiés sur Abondance. Donc si vous voulez tout savoir sur les outils d'aide à la rédaction, n'hésitez pas à consulter ces articles. L'UX, évidemment, l'UX, le dire en image, parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc, dans vos textes, des visuels, des vidéos, si vous avez la possibilité, pas toujours possible, mais en tout cas, ça doit toujours apporter quelque chose. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit pertinent, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Hein, donc, et toujours adapté à l'audience. Mais c'est clair que voilà, un texte qui a des images, ça a beaucoup plus d'impact. Voilà, une petite infographie qui vient de Cooler Insight, où là, on voit que 86% de la personne dit qu'on a 86% de conversions supplémentaires si on a une vidéo de la landing page. 40% des gens interagiront plus avec une info visuelle qu'avec uniquement du texte. Bon, voilà, les pourcentages ont peut-être évolué depuis, mais en tout cas, les visuels ont un impact important. Toujours dans la rubrique expérience utilisateur multi-device, évidemment, parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas de mobile et qui ne fait pas de recherche sur mobile, il n'y a pas grand monde, donc il faut que le site soit évidemment responsive, mobile friendly, et que les articles soient rédigés en ayant aussi en gardant ça en tête. Hein. Donc, si vous avez appliqué tout ce que je viens de dire précédemment, normalement, vous êtes déjà pas mal. Donc, avec des phrases courtes, l'information principale tout de suite en haut, des listes à puces, des titres clairs, percutants, de manière à ce que l'utilisateur sur son mobile puisse rapidement voir les infos, rapidement trouver ce qu'il cherche. Puis après, c'est de l'UX avec des boutons clairement identifiables. Voilà, pour qu'il clique sur le lien, il faut qu'il puisse cliquer correctement et pas se retrouver sur une autre page. Voilà, donc ça, c'est un peu de... C'est l'UX. Pas de duplicate? Oui, évidemment, pas de duplicate. Oui, Google pénalise le duplicate, ça, il n'y a pas de question à poser là-dessus. Puis Philippe a dit en plus ce matin aussi sur la duplication des images. Mais donc, pour les textes, c'est clair et net que le duplicate content, c'est pas bon. Donc, il faut faire attention à ne pas dupliquer. Si vous avez, ça, on pose parfois la question pour un site e-commerce, qui vend sur des marketplaces. Oui, alors il faut des fiches produits différentes. Idéalement, vous faites une fiche produit pour votre site et puis celle de la marketplace, vous faites une fiche produit différente. Il n'y aura pas de duplicate parce qu'en plus, Google, il va pas pouvoir afficher les 2 résultats. Il va en choisir un. Il va choisir celui qui a le plus d'autorité.
Donc, si vous êtes sur Amazon, voilà, il est évident que c'est Amazon qui va ressortir en premier. Donc, chez Textbroker, tous nos textes sont non dupliqués. On a 3 logiciels anti-plagiat, mais vous avez d'autres logiciels qui existent. Voilà, Kill Duplicate, Copyscape, SiteChecker. Voilà, il y en a plusieurs sur le marché qui pourront vous permettre de vérifier que votre contenu n'est pas dupliqué. En tout cas, il faut vraiment vérifier que vous n'êtes pas dupliqué. Si le duplicate, c'est important. Appliquer les bases et les fondamentaux du SEO sur vos textes. Donc là, le temps passe, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça, mais c'est quand même des fondamentaux. Et voilà, quand vous rédigez vos contenus, votre stratégie de contenu, il faut essayer de respecter à peu près cette structure. Bon, après, le nombre de caractères, c'est plus ou moins ça. Mais bon, globalement, on va être sur quelque chose d'assez court au niveau de la title, de l'URL, avec les mots-clés à l'intérieur, la métadescription, pas toujours sur la taille voilà, de 230 caractères, mais en gros, il faut essayer d'être assez court et surtout de donner de l'information par rapport à la société. Voilà, un exemple, j'ai bientôt fini, Philippe, t'inquiète pas, hein. Il me reste 2 ou 3 slides. Donc là, un exemple de page bien construite, conforme aux exigences SEO, on va dire, donc avec le titre H1, les H1, H2, H3, évidemment, sont très importants. Des boutons de partage qui peuvent être en haut ou en bas, des mots-clés bien insérés dans le texte avec de l'information utile, du contenu riche qui répond aux attentes de l'utilisateur, varier le champ lexical, des liens correctement mis avec une attention portée sur l'encre de lien, des images avec balise alt, de bon format. Pensez aussi aux données structurées. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup à dire. J'ai mis un lien sur un article que j'ai trouvé sur Zuka qui était très, très bien fait. Donc, vous pouvez aller le consulter. Donc là, si vous avez appliqué tout ça, normalement, vous allez avoir un contenu vraiment qui pétille. Et pour faire des étincelles, ben, il faudra donner un petit coup de jus grâce à du linking intelligent. Donc, donner du jus à vos contenus. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le maillage interne fait intelligemment pour guider l'utilisateur, guider la navigation de l'utilisateur et aussi des robots parce que ça sert aux deux. Le maillage externe, essayer d'avoir donc des backlinks. Idéalement, naturellement, c'est toujours mieux quand c'est naturel, quand vous faites autorité et que les gens ben, voilà, vous font un backlink parce que vous êtes expert de votre sujet et qu'ils trouvent votre contenu intéressant. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur votre page pour ne pas qu'il parte et pour ne pas que vous ayez un taux de rebond important. Donc, voilà, il y a plein d'outils, je vous en ai mis quelques-uns. Il est bon, il est frais mon contenu. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire, avoir du contenu frais, donc des mises à jour régulières, ajouter des contenus régulièrement. Donc plus vous allez mettre de contenu, bah, plus vous allez donner des occasions à Google, aux bots de venir voir votre site. Donc il y a tout intérêt à mettre à jour vos contenus. En tout cas, il faut que ce soit actuel. Et si vous avez pas le temps de les mettre à jour, bah, mettez des contenus qui sont pas périssables. Voilà, mais ne laissez pas des choses qui sont pas à jour. Et en même temps, vous allez donner des raisons à l'utilisateur de revenir vous voir. Donc, c'était le 19e conseil, mais j'en ai mis un 20e pour la route. Youpi, on parle de moi. Donc, évidemment, la diffusion des contenus est tout aussi importante que leur rédaction. Hein. Si vous rédigez des contenus, mais qu'ils n'ont pas diffusé, ça ne sert à rien. Donc, ça sera encore meilleur si c'est partagé. Donc, favoriser la diffusion des contenus sur des réseaux sociaux pertinents par rapport à votre cible, toujours garder la cible en tête. Voilà, pourquoi pas faire appel à des influenceurs, des experts dans votre domaine et puis travailler votre stratégie de lien qualitatif, si possible naturellement, voilà, qui sera basée sur votre autorité et votre expertise. En bref, voilà un petit peu le cycle. On revient toujours un petit peu au même. Voilà, le cycle recommence. Il faut toujours faire de toute façon, s'il y avait une chose à retenir, c'est faire mieux, faire toujours mieux que les autres, avoir du contenu qui soit vraiment mieux que les autres, bien réfléchi, bien pensé, expert, devenez expert, faites savoir que vous êtes expert, vous analysez les résultats et puis vous ajustez et vous recommencez. De toute façon, vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite. Mais voilà, en essayant continuellement une petite phrase motivationnelle, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà. J'ai essayé d'accélérer parce que voilà. Mais non, j'ai vu, c'était bien, c'était complet, c'est dense. Donc, tu vas nous permettre de partager ta présentation. Ah, bien sûr.
Oui, bien ok, sûr. donc voilà. Et donc, oui, oui, ça me rappelle que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de devise Shadok dans mes présentations. Donc, voilà. J'avais une période où je faisais ça sans arrêt, donc après, bon, pour des gens de mon âge, c'est une référence que tout le monde comprend. Pour les Les gens jeunes. qui sont nés dans les années 2000, c'est un petit peu plus abscon. J'ai pas de questions posées par les participants sur ta présentation. Par contre, moi, j'en aurais une, histoire de faire aussi la transition avec ce que je vais dire après. Ça fait déjà un certain temps que tu travailles chez Textbroker, que tu conseilles des clients dans des stratégies de création de contenu. Donc, depuis ce temps-là, je suppose que les attentes des clients ont changé. Je suppose aussi que ton approche en fait, de la création de contenu a changé, notamment en termes d'approche qualité, donc qui est quelque chose qui est quand même de plus en plus prégnant, fort en termes d'attente de la part de Google pour le SEO. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur justement comment est-ce que tu as vécu chez Textbroker cette évolution des attentes clients et de ce que tu estimes, toi, être le travail que tu dois remettre, en fait, indépendamment de ce que Oui, tu oui, ben, c'est clair, il y a eu de l'évolution. Moi, je suis arrivée à Textbroker en 2013. Donc, clairement, à l'époque, dans les demandes, dans les briefings qu'on voyait passer, c'était du keyword stuffing à fond. Donc, on devait insérer des mots-clés dans les textes. Dans le briefing, c'était ça qui était, voilà, qui était prédominant. C'était vraiment l'insertion des mots-clés, peu importe finalement ce qu'on racontait dans le texte, presque. Hein, je caricature, mais pas loin, vraiment pas loin. Et là, aujourd'hui, on a vu, et puis les textes étaient plus courts. Hein, les demandes des textes, on était sur des 100, 150 mots, 200 mots. Donc, c'était vraiment des demandes de textes courts. Aujourd'hui, on a clairement vu le shift. Hein, c'était progressif. Mais on est passé après sur des contenus 400, 500 mots, 600 mots, 800 mots. Et là, on a de plus en plus de demandes de 1000, 1200 mots, 2000 mots. Donc, vraiment des guides. Et dans les briefs, les clients insistent beaucoup plus sur la qualité, donc sur le fait de citer des sources aussi. Ils vont plus étoffer justement les informations concernant le ton, le style à l'intérieur du briefing. Donc on sent que la demande elle est plus axée sur la qualité. Donc il y a une progression qui va dans le bon sens parce que c'est aussi plus facile pour nos rédacteurs et aussi au niveau de la rémunération quelque part parce qu'à l'époque on était quand même payé un petit peu au ras des pâquerettes, il faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, les gens sont prêts finalement à mettre un peu de prix pour avoir de la qualité parce que ils comprennent, j'espère qu'ils comprendront encore longtemps que pour faire des bons contenus, ça demande un peu de temps, il y a de la recherche d'informations à faire, si on veut creuser le sujet, avoir du contenu d'expert, on peut pas dire on va faire un contenu en 5 minutes, non, il faut passer un peu de temps, et pour ça il faut rémunérer les auteurs pour le temps passé. Donc j'ai l'impression que les mentalités ont un petit peu évolué dans le bon sens pour justement viser plus de qualité. Écoute, c'est intéressant. Donc, je suppose qu'évidemment, les rédacteurs sont contents de cette évolution. Et on va voir dans la conférence d'après que Google a joué un rôle assez clé en fait, dans cette évolution avec son algorithme qui devient de plus en plus différent avec le temps qui passe et de plus en plus pertinent. Et donc, évidemment, ça change aussi les donnes par rapport à la façon de gérer du contenu, la façon de créer des stratégies de contenu qui marchent. Ok, écoute, merci beaucoup Zora.